toutes les spécialités et avec un rôle majeur du médecin dentiste. Comme rappel anatomique, il faut savoir que l'articulation temporomandibulaire est faite d'une articulation bicondylaire avec un condyle temporal et un condyle mandibulaire avec un disque fibrocartilagineux qui sépare les deux articulations avec un bourrelet plus épais en arrière et un bourrelet moins épais en avant. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la lampe discale, qui est un élongement du muscle thyroïdien latéral. Excusez-moi, c'est un peu... Ça ne marche pas. Cette articulation, il faut savoir qu'elle est une articulation qui est... Ça passe pas. Donc c'est une articulation qui est guide, qui n'est pas porteuse. Ah, la vidéo, ça ne marche pas. Voilà, c'est bon, c'est bon. Donc, elle travaille en synergie avec le côté homolatéral. Donc, l'ouverture buccale se fait de façon symétrique. Les mouvements sont les mouvements d'ouverture-fermeture, de déduction et de propulsion et de rétropulsion. Donc, comme vous le voyez sur cette vidéo, l'articulation temporomandibulaire, elle est faite d'un disque fibrocartilagineux qui s'incruste entre les deux surfaces convexes. Donc, à l'ouverture buccale, on a une rotation. D'abord une rotation, puis un glissement. Le glissement est assuré par le disque fibrocartilagineux qui s'insère entre les deux articulations qui sont d'aspect convexe. Il faut savoir qu'il existe au niveau de toute la partie orofaciale des mécanorécepteurs. Les mécanorécepteurs, tout déséquilibre, tout trouble au niveau de l'articulation temporomandibulaire, ces neurorécepteurs envoient un signal vers le cerveau qui répertorie tous les troubles qui se trouvent. Ces microtraumatismes, oh là là. Ce microtraumatisme implique un hyperfonctionnement des muscles et une hyperpression au niveau des articulations temporomandibulaires. Ces microtraumatismes engendrent par la suite des troubles à type de fibrose et de dégénérescence. Un mot sur l'historique. Il faut savoir que le syndrome de Costen décrit par un ORL, James Costen, en 1934, c'est le premier qui a décrit le syndrome algodysfonctionnel suite à une hypothèse qui dit que les troubles au niveau de l'oreille et au niveau de l'articulation temporomandibulaire étaient dus à un édentement postérieur au niveau des régions molaires. Ce n'est qu'en 1969 que Laskin évoque pour la première fois le rôle des spasmes musculaires, mais jusqu'à ces années 70 et 60, aucun facteur psychologique n'a été mis en évidence. Donc par le passé, le diagnostic il était clinique empirique, avec seulement des douleurs et des blocages. Les radiographies standards étaient peu contributifs, le traitement était invasif,
avec des extractions cliniques, des extractions dentaires. J'arrive pas à boire ici. Et qui nécessitent des équilibrations occlusales. Par le présent, on a évolué vers le modèle psychosocial avec approche multifactorielle, facteurs musculo-articulaires et psychologiques. Le rôle du stress et l'anxiété et les traumatismes avec les occlusions et les problèmes de posture. Il faut reconnaître aussi la reconnaissance des facteurs hormonaux qui prévalent sur la femme. La classification actuelle, c'est la research de diagnostic criteria pour the temporomandibular disease, décrite par Dworkin et Le Reich en 1992, qui a été actualisée en 2014 par les études de Schiffman. Elle repose sur deux axes. Un axe physique, c'est-à-dire un axe somatique, et les facteurs psychosociaux. Cette classification a permis de diviser les dysfonctions temporomandibulaires en 4 catégories: les troubles articulo-temporomandibulaires, les troubles musculaires et les céphalées attribuées à un dysfonctionnement temporomandibulaire, ainsi que les structures qui touchent les structures associées. Ces différentes catégories, donc on retrouve les dysfonctionnements temporomandibulaires articulaires, les dysfonctionnements du complexe discal, à savoir deux types. Ce sont les désunions discales, condylodiscales réductibles, et les désunions condylodiscales permanentes. Ensuite, on a les subluxations et luxations condyliennes, les arthralgies, qui consistent en capsulite et synovite, et les rétrodicites. Ensuite, on a les atteintes dégénératives des surfaces articulaires, à savoir l'arthrite et l'arthrose. Les dysfonctionnements temporomandibulaires musculaires, qu'elles soient aigus ou chroniques. Les aigus, on a les courbatures et les myospasmes. Et les chroniques, on a les myosites et les contractures. Ensuite, on a l'ankylose et les fractures. En ce qui concerne la prise en charge des dysfonctionnements temporomandibulaires, le diagnostic, donc en premier lieu, ce qui est très important, c'est l'entretien clinique. L'entretien clinique à la recherche de type de douleur. Quel type de douleur? Est-ce qu'elle est nocturne? Est-ce qu'elle est diurne? Est-ce qu'elle est spontanée ou est-ce qu'elle est provoquée? À partir de là, on fera un bilan fonctionnel à la recherche de parafonctions et des habitudes nocives. Il faut savoir que les parafonctions, ce sont des mouvements qui sont ni strictement pathologiques, ni strictement fonctionnels. Donc les habitudes nocives, à savoir le bruxisme, une position linguale. Il faut savoir qu'au repos, la position linguale, elle est palatine. L'obstruction nasale, pourquoi l'obstruction nasale? Parce que quand on a une respiration nasale, on a la bouche ouverte, automatiquement la langue, elle n'est pas au niveau palatin. Et les tics buccaux, à savoir les mordillements de la lèvre, de la langue, les mordillements de stylo, tout ça, ça peut provoquer des microtraumatismes au niveau de l'articulation temporomandibulaire et entraîner aussi un hyperfonctionnement des muscles. Et ça peut entraîner des contractures. La palpation des muscles masticateurs et de l'ATM à la recherche d'une zone gâchette. Les bruits articulaires, on va les voir après à type de claquement ou bien de crépitement. L'examen de la cinématique mandibulaire et à la recherche d'une latérodéviation ou ouverture buccale en baïonnette et voir une limitation de l'ouverture buccale. L'examen endobuccal en recherche des édentements, des malpositions dentaires et rechercher des séquelles de bruxisme à type de facette d'usure. L'imagerie n'est pas systématique pour le diagnostic d'un dysfonctionnement temporomandibulaire. Alors comment reconnaître une douleur qui est due soit à un déplacement discal sans arthrite ou arthrose ou bien douleur attribuée à une maladie dégénérative? Pour ce qui est des déplacements discales, je suis désolé parce que là c'est pas mon micro, là je ne retrouve plus. Donc voilà le type de douleur qu'on peut retrouver. Donc vous voyez le disque interarticulaire, il n'est pas
il ne suit pas le mouvement d'ouverture, donc il y a une recapture suite au déplacement postérieur du disque intercartilagineux. C'est ça qui fait le claquement. Pour ce qui est des maladies dégénératives, très sensible, le crépitement donc quand on voit le disque, il est pratiquement aminci, avec des signes de dégénérescence, que ce soit au niveau de la cavité glénoïde ou bien au niveau du condyle mandibulaire. Donc le crépitement, c'est presque comme un sable mouillé. Quand on fait bouger un sable mouillé, ou là on écrase un sable mouillé, on sent avec comme très riche. En ce qui concerne, quand on a fait un diagnostic, un examen clinique précis, donc on oriente nos examens complémentaires. Généralement, une panoramique dentaire est demandée d'emblée. Si on a une pathologie osseuse, on demande un scan ou un CONBIM, computer tomographie, c'est le CBCT. Si on a une atteinte au niveau des parties molles, donc l'IRM est l'examen idéal. Donc vous avez des images ici d'articulation temporomandibulaire. Ce que vous voyez en clarté, c'est le disque le ménisque interarticulaire. Donc là, c'est en bouche fermée, ça c'est le condyle mandibulaire, ça c'est la cavité glénoïde, et le condyle temporal. Donc en ouverture buccale, le condyle mandibulaire se projette en avant, le disque intercartilagineux se projette en arrière, et la cavité glénoïde, elle est libre. Donc là, on a un pincement de l'articulation du disque du ménisque qui peut entraîner une dislocation réductible ou bien irréductible. Pour ce qui est des maladies dégénératives, là, on voit une dégénérescence au niveau de la tête condylienne. Donc ça, c'est un scan. Tout ce qui est osseux, c'est le scan. En ce qui concerne la conduite à tenir, pour les approches thérapeutiques anciennes, c'était uniquement concentré sur les assaisonnements occlusaux et confection de prothèses réversibles. Les chirurgies étaient précoces, c'est pas comme maintenant, elle est en dernier recours, avec des résultats très mitigés. L'approche thérapeutique actuelle, donc il faut favoriser toujours un traitement conservateur en première intention, à savoir les orthèses occlusales, la kinésithérapie maxillofaciale, la thérapie cognitivo-comportementale et la médication symptomatique. La médication symptomatique, à savoir une pharmacologie adaptée à type dentalgique et de meilleur relaxant. Ça, ce qui concerne les traitements. Tout ça, c'est là les traitements conservateurs. Le traitement chirurgical, que ce soit mini-invasif ou bien invasif, donc on a l'arthrosynthèse avec lavage et le traitement recommandé. La chirurgie, elle est limitée au cas sévère, à savoir faire une arthroscopie et une prothèse des ATM. Les objectifs du traitement, donc en premier lieu, c'est soulager la douleur, retrouver une bonne synergie de la mandibule, diminuer les brûlures articulaires et les gênes fonctionnels, décontracter les muscles trop tendus et renforcer les antagonistes. Il faut aussi décomprimer l'articulation et une meilleure gestion du stress. En premier lieu, donc, on a les moyens de traitement, les orthèses de libération occlusale, à savoir l'orthèse de stabilisation, c'est la tête de Michigan. Elle est réalisée en résine acrylique dure. L'épaisseur est d'environ 1,5 à 2 mm, ce qui va légèrement augmenter la dimension verticale d'occlusion. Donc, c'est dans quel but? C'est de mettre l'articulation au repos. Il faut savoir que la mandibule au repos, il y a un espace entre les deux arcades. Il ne faut pas que ça soit serré. Donc, on libère un petit peu l'articulation de ces compressions. La deuxième option, c'est la butée occlusale antérieure. C'est la gigue de Lucien. Limitée aux situations d'urgence, elle empêche la position intercuspidation maximale, aboutissant à une disparition progressive des contractions musculaires. Elle peut être placée en maxillaire ou bien en mandibulaire.
Le deuxième chapitre, c'est la kinésithérapie. Il faut savoir que maintenant, la kinésithérapie a une place très importante dans le traitement des dysfonctionnements temporomandibulaires. Mais le problème qui se pose, c'est qu'elle n'est pas disponible un petit peu partout. Elle n'a pas encore évolué, même dans les pays qui sont les pays européens, les pays anglo-saxons. Donc, un dysfonctionnement de l'appareil mandibulaire, de l'appareil mandicateur n'est pas un processus irréversible, et ça, c'est très important. Donc, quand on a un problème au niveau de l'articulation temporomandibulaire, il faut être patient. Parce que les résultats, on ne les a pas en premier mois ou deuxième mois. On les a après 6 mois. Donc, il faut être très, très patient. Donc, elle est intégrée dans une prise en charge pluridisciplinaire. La rééducation permet aux articulations temporomandibulaires d'exprimer leur potentiel d'adaptation et de réhabilitation. Donc, l'articulation temporomandibulaire a une capacité énorme d'adaptation. Donc, dans le temps, il y a un remodelage qui se fait vers la normale. Donc, les principes de la kinésithérapie, donc en première étape, les traitements sont à visée symptomatique, à savoir les techniques de recaptation discale. Il y a 2 techniques, celle de Morginet et celle de Martin. Donc, il consiste à mobiliser la mandibule. C'est presque l'effet inverse de la manœuvre de Neil Nathan, pour récupérer, recapter le ménisque qui est en position. En position, il est avancé par rapport au condyle mandibulaire. Et cette technique, elle est controversée actuellement parce qu'on n'a pas eu beaucoup de résultats, seulement 20% de réussite. Elle est réservée aux déplacements méniscales qui sont récents. Les techniques de détente musculaire, des décompressions articulaires concernent généralement des compressions et des massages au niveau musculaire et des compressions au niveau de l'articulation, à la recherche de points gâchettes. C'est des techniques spécialisées pour les kinésithérapeutes. Les techniques de traitement de la peau et des fascias, c'est des massages roulement des doigts, donc des fascias, pour relâcher surtout les muscles antagonistes, pas les muscles élévateurs, mais les muscles abaisseurs, à savoir le sternocleidomastoïdien, le digastrique et le myélo-hyoïdien. Les techniques de travail articulaire, c'est-à-dire de retrouver une ouverture buccale correcte, mais il faut aller très, très, très prudemment. La deuxième étape consiste au traitement à visée éthiopathogénique. C'est les luttes contre les parafonctions, c'est-à-dire de sensibiliser le patient et de rééduquer pour le sensibiliser. Et il faut qu'il connaisse ces parafonctions. C'est la rééducation des dyspraxies orofaciales, à savoir les dyspraxies linguales surtout. On peut même s'aider d'un orthophoniste. Et le travail de la mastication. C'est une mastication unilatérale, donc il faut basculer entre les deux côtés. Le travail sur la posture cervico-céphalique, ça c'est un truc qui est récent, qui n'est pas toujours prouvé scientifiquement, mais qui a des études qui sont toujours en cours. La troisième étape, c'est la correction de la cinétique mandibulaire. Une fois que la douleur disparaît, on essaye de retrouver une ouverture buccale correcte. Voilà quelques exercices mandibulaires de relaxation. C'est très sensible, ça. Donc, ouverture buccale avec maintien au niveau des doigts, au niveau des articulations pour contrôler l'ouverture buccale. Deuxième avec résistance, donc soit passif ou bien avec résistance, mais il faut aller, quand on a de la douleur, il faut s'arrêter. Pour les mouvements de déduction, c'est pareil aussi contre résistance. Celle qui est au milieu, c'est la propulsion. Donc, soit passif ou bien actif, soit avec résistance. La deuxième approche, c'est la psychologie et approche cognitive. Donc, c'est la gestion du stress.
Donc c'est des techniques de relaxation, à savoir la pratique de sport et l'hypnothérapie. La thérapie cognitivo-comportementale, c'est le contrôle des parafonctions. Donc il faut associer le patient au traitement, c'est-à-dire de connaître, de contrôler ses parafonctions. C'est à lui de rechercher quelles sont ses parafonctions. C'est vrai, c'est involontaire, mais il faudrait qu'il soit sensibilisé. Il faudrait qu'il ressent qu'il est en train de faire des mouvements qui sont anormaux. Donc, aussi, on a la posture mandibulaire à corriger, l'adaptation de l'alimentation et les soins dentaires. Quand on va chez un dentiste, il faudrait que les soins dentaires soient des soins dentaires courts et répétés dans le temps. Le biofeedback, c'est quoi le biofeedback? C'est la même chose que la thérapie cognitivo-comportementale, mais avec un appareil qui est l'électromyographie. Donc on place des stimulés au niveau des muscles, donc des plaques. Et là, c'est le malade, il contrôle par vision au niveau de l'écran ces mouvements qui sont anormaux. Donc il va ressentir, il va essayer de reproduire les mêmes mouvements, enfin de contrôler ces mouvements en enlevant l'appareil d'électromyographie. La pharmacothérapie, essentiellement, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ils sont prescrits en cas de douleur articulaire ou pour des douleurs musculaires importantes. Les mieux relaxants, ils sont peu efficaces sur les muscles masticateurs, mais peuvent être utilisés dans les cas de spasmes rebelles. Les antidépresseurs tricycliques à faible dose et à durée limitée. La toxine botulique A peut être injectée au niveau du muscle masticateur en seconde et en dernière intention après la kinésithérapie. Les injections intra-articulaires. L'acide hyaluronique contrôle les douleurs et améliore la fonction dans le traitement de l'ostéoarthrose. Le plasma riche en plaquettes, c'est l'alternative de choix par une stabilisation de l'angiogénèse et de la néovascularisation dans l'ATM causée par l'inflammation. Les corticoïdes, ils sont efficaces sur les douleurs, mais le risque est important parce qu'ils peuvent causer une résorption condylienne si les injections sont répétées. Même parfois, sur une seule injection, il y a une étude qui a été faite en France avec l'équipe de Marseille, sur une seule injection, ils ont eu une résorption de toute la tête condylienne. C'est une jeune femme. Hein. Le traitement, on est au deuxième volet, donc c'est le traitement chirurgical des désordres de l'articulation temporomandibulaire. En premier lieu, c'est la chirurgie mini-invasive, à savoir l'arthrosynthèse et l'arthroscopie. En deuxième lieu, c'est la chirurgie ouverte. Elle est réservée aux cas sévères, l'ankylose et l'illuxation récidivante. C'est quoi l'arthrosynthèse? L'arthrosynthèse, c'est le lavage de l'ATM sans visualisation de l'ATM, c'est-à-dire à l'aveugle. Donc on injecte à partir de mise en place d'aiguilles, des énergies et de fluides d'irrigation stérile. Elle nous permet l'arthrosynthèse de réduire la douleur en éliminant les médiateurs pro-inflammatoires intra-articulaires. Elle permet d'augmenter la mobilité articulaire en éliminant les adhérences et les débris cartilagineux et à favoriser la recapture du scalp par hyperpression hydraulique. Comment se passe l'arthrosynthèse de l'ATM, le protocole chirurgical? Il faut savoir que c'est une méthode ou bien un processus qui se fait sous anesthésie générale, mais qui peut se faire sous anesthésie locale. Il faudrait que le chirurgien soit rompu à cet exercice. Il faut qu'il y ait de l'expérience. Donc, on insère une aiguille d'injection. Comment on l'insère? Donc, on trace une ligne de la partie du canthus externe jusqu'à la partie médiane ou la moitié du tragus. Donc, le tragus de l'oreille à la moitié jusqu'au tronc. Donc, la première aiguille, elle est introduite 1 cm ou bien 10 mm en avant du tragus, mais à 2 mm en dessous de la ligne. La deuxième aiguille, c'est l'aiguille qui va récupérer le liquide, c'est l'aiguille d'évacuation. Donc elle est placée soit 1,5 cm ou bien 0,5 cm en avant de la première aiguille.
Mais par contre, elle sera plus basse, elle sera à 5 mm en dessous. Donc on injecte, avant d'injecter la deuxième, enfin de mettre la deuxième aiguille, on injecte d'abord 1 à 2 cc ou la 2 à 3 cc, juste pour ouvrir l'articulation et permettre de faciliter la mise en place de la deuxième aiguille. Donc pendant 15 minutes à 20 minutes, on introduit un lavage de 200, à peu près 200 cc de sérum physiologique, généralement du chlorure de sodium, pendant 15 minutes doucement, il faut aller doucement. Bien sûr en faisant des mouvements d'ouverture et de protrusion de la mandibule. Après avoir terminé, on enlève les aiguilles en place des stérifiants. Pour ce qui concerne l'arthroscopie de l'ATM, elle permet d'explorer la fosse mandibulaire, puis le disque articulaire, sans réalisation d'une arthrotomie, mais rend également possible la réalisation de gestes intracapsulaires allant de l'adhésiolyse à la recapture du scalp. L'efficacité de l'arthroscopie peut être renforcée par des injections pharmacologiques en fin d'arthroscopie, à savoir le plasma riche en plaquettes, l'acide hyaluronique et les autres. Mais l'arthroscopie n'est pas sans risque, parce qu'on peut toucher le nerf facial et le pédicule aussi. Donc ça, c'est une recapture ou une discopexie du disque. Voilà le disque qui est très antérieur. Donc ça, c'est une élongation de la lame rétrodiscale. Donc il y a une résection de part et d'autre et un ancrage avec une vis. Et on remet le disque en bonne position. Troisième partie concerne les luxations et subluxations de l'ATM, comme vous le savez tous, quand il y a un déplacement antérieur qui dépasse ça entraîne une ouverture buccale irréversible, enfin, on ne peut pas fermer la bouche. Donc c'est la manœuvre de Lenathan, c'est classique. Donc les indications, juste un récap. Quand on a des lésions où il y a une atteinte musculaire, les douleurs, c'est généralement des zones gâchettes. Le bruit, il est absent. L'ouverture buccale, soit les rectiligne, elle n'est pas limitée. Donc on a une ouverture buccale. Le traitement, généralement, c'est les antalgiques, la physiothérapie, à savoir l'application de froid ou de chaud, ou de chaleur, les gouttières occlusales et la toxine botulique en dernier recours. Pour les lésions articulaires ou les atteintes articulaires, donc la douleur elle est absente ou bien elle est localisée au niveau articulaire, on a soit un claquement ou bien un grincement. L'ouverture buccale, soit elle est en zigzag en cas de luxation méniscale réductive, elle est limitée en cas de lésion méniscale non réductive. Le traitement, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la physiothérapie et la gouttière et l'arthrosynthèse qui est le traitement de choix. Je sais pas, on est dans les temps là. Ah, je vois. Donc, je vais terminer avec un cas clinique. Donc, c'est un jeune homme très sympathique, âgé de 19 ans, admis pour reprise d'une deuxième récidive d'une ankylose temporomandibulaire. Opéré d'abord chez nous et à l'étranger en deuxième intention. Donc à l'examen clinique, on voit des stigmates de cicatrices de l'incision de gynisté avec une rétromandibulée qui est due à diminution de la hauteur de la branche montante. Donc ouverture buccale impossible. Latérodéviation côté atteint, donc il faut savoir elle est unilatérale droite. Donc ça c'est le jour de la première intervention. Bon, j'ai dit première intervention. Donc, comme vous voyez, les reconstitutions 3D. Donc c'est un grand bloc de fibrose et d'ankylose osseuse. Donc sur la vue postérieure, donc elle va même en dedans au niveau de la fosse pyréo-maxillaire. On voit bien qu'il y a
absence du condyle qui est due aux 2 interventions auparavant, alors quelle stratégie entreprendre? Est-ce qu'il faut reprendre ce patient? Sincèrement, au début, j'ai hésité. Ce n'est pas un bon cadeau. Déjà, reprendre ces malades, c'est déjà bien. Reprendre les malades des autres, avec l'âge et les coronaires qui commencent à lâcher. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Opérer ou pas? Opérer. Si tu enlèves 1 cm au-dessus et 1 cm en bas, risque de récidive, importante. Qu'est-ce qu'on fait? Tout. Moi, j'ai opté pour une deuxième solution. Donc, en gros, on avait les reconstructions 3D. On va voir les coupes. Ça, c'est des coupes coronales. C'est le conduit auditif. Donc, c'est un grand bloc de synostose. Il est très large. C'est le coupe axial. Ça, c'est le côté non atteint, côté atteint. Côté non atteint, côté atteint. Donc là, on voit un petit peu les chancrures sigmoïdes et le col. Là, c'est absence et toute la fosse ptérygomaxillaire. Donc, opérer un patient comme ça, il y a un risque très important de péter la maxillaire interne. Donc, on a procédé en 2 temps. Premier temps opératoire, c'est distraction ostéogénique. Donc, c'est un procédé qui est mis en place d'un distracteur. L'autre ce qu'on a utilisé, c'est le Calais Martin Zurich 2, qui nous permet une distension osseuse pour gagner de la hauteur. Donc on l'a placé, nous, au niveau de l'angle, pour augmenter la hauteur. Après, quand on va faire la résection, donc c'est comme si on n'avait pas enlevé le bloc de synostose. Parce que là, on va enlever un gros morceau d'os. Donc ça, c'est le jour de l'intervention. Mise en place de distracteurs. Ah non, je vois la qualité. Voilà. Qualité de la vidéo. Non. N'arrive pas à voir. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est le mandre. C'est à partir de là qu'on fait la distraction. Donc à la fin de l'intervention, on vérifie si le processus marche ou pas. Donc on ouvre avec un tournevis spécial. Donc c'est un processus qui est long, qui prend à peu près 1 mois pour gagner 1,5 cm. Donc c'est tous les jours qu'il faut tourner, il faut impliquer le patient et les parents. C'est vrai qu'avec ce patient, c'est un patient qui est très discipliné, très motivé. Il faut aussi des règles d'asepsie. Donc on tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre, 1 tour chaque jour. Il y a une feuille qui est une feuille d'évaluation. Donc vous voyez le procédé en place. Donc ça, j'ai un post-op de la première intervention. Donc 1 mois pour la distraction et 1 mois après. On laisse 1 mois pour que le néo-os il se charge en calcium et il soit dur. Donc c'est après 2 mois qu'on va intervenir. Donc ça, c'est le deuxième temps opératoire. C'est une chirurgie assez lourde. Donc on a profité de l'incision itérative de la première incision. Donc on a ouvert pratiquement
de la région sous-maxillaire jusqu'au temporal. Donc ça, c'est la résection, c'est presque 2 cm, hein, ce que vous voyez là. Ça, c'est le distracteur en place qui est toujours en place, on ne l'enlève pas, parce que si on l'enlève, on peut fracturer la première fracture, celle où on a mis l'ostéotomie, on a mis le distracteur. Donc 6 mois après, on post-op. Donc il a une bonne ouverture buccale, absence de paralysie faciale. Voilà, la qualité d'image, c'est pas ça. Ah là là, elle est inversée. Elle est inversée. Donc ça c'est avant en G1 et 6 mois après. Donc vous remarquez que... Qu'est-ce que vous remarquez? Une grande différence. C'est comme si on avait une motoplastie. Donc avant et après. Donc la latéraux-déviation, on l'a récupéré. Il n'y a plus de... c'est comme s'il y avait une paralysie faciale. Mais heureusement pour lui, on n'a pas eu ni de paralysie faciale ni d'anesthésie au niveau du nerf dentaire inférieur. Docteur Hamdaoui, s'il vous plaît, il faudrait conclure. Ça y est, je termine. Donc les perspectives, c'est les approches personnalisées. Les biomarqueurs, c'est le traitement d'avenir, c'est les recherches de biomatériaux au niveau de l'équipe synoviale articulaire, l'imagerie 3D et l'intelligence artificielle, bien sûr la prévention et l'éducation. L'évolution des connaissances sur les dysfonctionnements de l'appareil médicateur témoigne d'un progrès remarquable. La science est passée d'une approche empirique et invasive à une prise en charge conservatrice, pluridisciplinaire et centrée sur le patient. L'avenir repose désormais sur la médecine de précision, l'imagerie avancée et la prévention précoce, garante d'une meilleure qualité de vie pour les patients. Comprendre le passé, c'est mieux soigner le présent et préparer l'avenir des patients atteints de troubles de l'appareil médicateur. Et je vous remercie. Docteur Hamdaoui. Donc on va enchaîner directement sur la deuxième communication présentée par Dalal Sidqi, service de prodontie